qui est important. C'est de toucher, de déranger, d'émouvoir dans le vrai sens du mot, là. C'est-à-dire non pas de chercher une recette pour déboussoler quelqu'un, mais d'essayer de le troubler, d'essayer de le déstabiliser d'une certaine façon sans non plus être désagréable à la personne qui regarde, la personne qui entend. Dans mon cas, moi, c'est quelqu'un qui regarde ou quelqu'un qui touche. Moi, c'est le thème de la langue qui revient, c'est le thème de l'organe, c'est le thème donc d'une espèce d'organe qui est un organe de communication, qui est un organe physique de base, que tout le monde peut identifier, mais que tout le monde rejette aussi à quelque part. Alors, ça rentre évidemment dans une façon de penser qui cherche à séduire, tout en dérangeant le spectateur. Et donc, à quelque part, même si avant j'utilisais d'autres formes, l'idée était la même. Qu'il faut à la fois déplaire, c'est-à-dire déranger, secouer, mais en même temps aussi, ou en tout cas par la suite, très rapidement, essayer de calmer cette espèce d'inquiétude qui est provoquée. Si on dit que la sculpture est physique, c'est vrai dans son essence même, c'est-à-dire la sculpture est un objet matériel, est un objet physique. En plus, dans mes propres choses, il y a un rappel de la présence physique des individus. C'est-à-dire que je ne mets pas en présence des animaux, je mets pas, c'est pas non plus des paysages, c'est pas extérieur, c'est ce que je suis, c'est au fond un appel au schéma corporel. Il me vient souvent la forme de la croix, pas la croix dans le sens religieux du mot, là, mais simplement du vertical et de l'horizontal, qui viennent un peu comme une espèce de structure en dessous, et c'est évident dans les pièces qui sont là qu'il y a quelque chose de vertical et la contrepartie, d'une certaine façon, le rééquilibrage à travers une structure qui est, elle, plus horizontale. Et dans ce sens-là, moi, j'ai l'impression que c'est un rapport avec ce qu'on est physiquement, c'est-à-dire de celui qui parle, de celui qui s'agite un peu les bras, les mains avec lesquelles il travaille, sont projetés là. Il est sûr que quand on parle d'improvisation, il ne s'agit pas vraiment d'improviser à partir de rien. On improvise à partir de ce qu'on est et à partir de ce qui est nourri, de ce qui est fourni par le hasard. Dans ce sens-là, peut-être qu'il serait un peu éclairant de savoir qu'il y a des parties là-dedans qui sont fabriquées. Il est sûr que quand on arrive à des parties comme ça, des pièces qui sont comme parties d'un matériel brut qui est du bois, qui sont retravaillées, ça part de l'intérieur, ça part de soi-même, tandis qu'il y a des parties, mettons, des pièces préfabriquées, des choses qui sont comme les œufs qui sont là, ou les espèces de petites dents qui sont des matériaux trouvés, des matériaux réinventés d'une certaine façon, mais réinventés simplement par la façon de les placer, et non pas par la façon de les changer dans leur forme, dans leur nature.
Parler d'improvisation, c'est le vrai terme, plus que le mot hasard. L'improvisation, ça suppose une espèce de déroulement, une espèce de démarche, c'est-à-dire que la pièce vit à travers son improvisation. Et si elle a bien vécu son improvisation, bien, ça va paraître. C'est-à-dire que finalement, elle n'aura pas été accomplie dans le sens de terminer un peu comme on achève quelqu'un qui est fini. C'est que la pièce est vivante quand on arrive au bout. La chose s'est épaissie, la chose a fini par avoir des pattes, la chose a fini par avoir... Parce que tout ça est comme, finalement, un peu, en même temps, une façon d'offrir les boîtes. C'est-à-dire, c'est dans ce sens-là que je les voyais comme des hôtels, c'est-à-dire une espèce de table sur laquelle tu mets des objets qui sont plus ou moins sacrificiels, sans vouloir faire des trop grands mots, là. Je veux dire, il y a dans les trois cas quand même quelque chose d'un petit peu symbolique, oui. Et sûr que l'improvisation, c'est le cœur, c'est le noyau des sculptures, c'est ce qui amène la vie à la sculpture, mais l'improvisation va mener à une forme déterminée, à une forme arrêtée, à une espèce d'idole, une espèce de forme immuable qui est là, qui a toujours été là, comme si la forme allait de soi. Elle est en direction de la perfection. Elle est arrêtée et elle stimule, elle amène normalement le spectateur à se positionner vis-à-vis de la pièce et à faire sa réflexion vis-à-vis de la pièce, c'est-à-dire la réflexion dans les deux sens du mot, là. Réfléchir à la pièce et voir ses propres choses à l'intérieur de cette pièce-là. Et probablement que ça mène du côté du sacré, dans une forme ou dans un autre, sans vouloir trop m'avancer. Je pense que c'est ça qui est là, caché. Les gens sont rêveurs ou non rêveurs. C'est-à-dire les gens qui sont non rêveurs, généralement, vont avoir tendance à poser des actions, à poser des gestes. Ce qui compte, c'est le geste. Ceux qui sont rêveurs, c'est des gens qui, à partir de ce qu'ils voient, vont bâtir, vont faire une espèce de schéma, vont le développer. Ils ne sont jamais bloqués par la réalité. Un artiste se situe, à mon avis, entre les deux, juste entre les deux. Il n'est pas entre deux chaises, il est assis sur deux chaises. C'est-à-dire qu'à quelque part, il est obligé de travailler avec la matière parce que c'est son métier, c'est ce qu'il aime. Sauf qu'il doit rêver avec ses mains, il doit inventer la chose avec ses mains, la démontrer, la dérouler d'une certaine façon pour qu'elle reste en vie. C'est-à-dire qu'à quelque part, il la rêve matériellement, il la rêve physiquement. En tout cas, c'est mon approche de la chose. Personnellement, ce que j'aime le mieux en littérature, en musique ou en art plastique, c'est cette espèce de double ton, de double chanson, c'est-à-dire ce que j'appelle souvent un paradoxe, qui est, au fond, tu souris, mais en réalité, tu sens que tu es très au courant que demain ou hier, ça ne sera pas tout à fait pareil. C'est juste pour le moment. Tu souris.